En Floride, un couple de personnes âgées est victime d'une terrible agression. Mais il y a une survivante. Il cherchait quelque chose de précis. Des secrets refont surface. Henry avait amassé une petite fortune. Et les suspects ne manquent pas. Les seules personnes à qui profitait le crime étaient les membres de la famille. Est-ce une affaire d'héritage? Ouvre cette porte! Un coup de folie? Ou bien la pire des trahisons? Je n'en revenais pas. N'y pense même pas. Bonjour. Voici vos enquêtes impossibles. Dans la grande majorité des cas, lorsqu'un homicide se produit, la police commence d'abord par suspecter les membres de la famille de la victime. Mais si le disparu a refait sa vie après un premier mariage, s'il a reconstruit avec une nouvelle épouse, elle-même divorcée, ce qu'on appelle une famille recomposée, alors pour les policiers, la liste des suspects sera plus longue que d'habitude. Entre l'ex-femme plaquée, les enfants d'une première union se sentant délaissés, ou encore les beaux-fils ne supportant pas l'intrusion d'un nouvel homme dans leur foyer, tous pourraient avoir en effet une très mauvaise raison de tuer. L'histoire qui nous intéresse aujourd'hui a ainsi donné bien du mal aux enquêteurs de la police de Sarasota. Surtout que la victime a multiplié les liaisons amoureuses au cours de sa vie, laissant derrière lui plusieurs enfants, et pas tous légitimes. Sarasota est une ville balnéaire de Floride, dans le golfe du Mexique. La petite bourgade de Clark Lake se trouve non loin de là, à moins de 6 km de la mer. C'est ici que vit Jan Scott. Elle habite ici depuis 10 ans. Son ami Henry Caniva s'est installé chez elle il y a 5 ans. Tout sourit au couple, qui file le parfait amour. Mais dans la nuit du 20 juin 1997, à 3 heures du matin, la vie de Jan bascule dans l'horreur. Les urgences, j'écoute. Apparemment, ma voisine a été agressée. On l'a frappée. Envoyez l'ambulance. Quelqu'un est entré chez elle. Ils sont combien? Elle pense qu'ils sont 2. Ils l'ont agressée? Oui. Il y a quelqu'un d'autre? Oui, mais elle ne sait pas comment il va. Est-ce qu'elle peut me raconter ce qui s'est passé? Non, elle ne peut pas parler. Elle est blessée à la gorge. Lorsque la police et les secours arrivent sur place, Jan est entre la vie et la mort. Quelqu'un l'avait agressée chez elle. Mais elle ne pouvait pas parler. Elle était blessée à la gorge, elle avait le visage bleu, tout tuméfié. Jan est transporté de toute urgence à l'hôpital. Les adjoints du shérif entrent dans la maison pour voir comment va Henry, son ami. Ils ne savent pas si le ou les agresseurs sont toujours présents. Il n'y a aucune trace d'effraction et tout semble en ordre. Mais en arrivant dans la chambre, il se retrouve face à une scène d'horreur. Henry est dans son lit. Il a une ceinture autour du cou. Une entaille lui traverse le corps de part en part, du menton à l'aine. La petite maison de Jan est désormais une scène de crime. Central, on a un meurtre. Jan, 50 ans, et Henry, 76 ans, formaient un couple heureux et menaient une vie sans histoire. Qui pouvait leur en vouloir au point de s'acharner sur eux avec autant de sauvagerie? L'enquête est confiée au détective Mark Brewer. C'est la première fois qu'il doit travailler sur une telle affaire. À son arrivée, il est frappé par l'horreur de la scène. Il y avait des projections de sang dans tout le lit. Monsieur Henry Caniva gisait mort au milieu. Il avait une ceinture autour du cou qui avait servi à l'étrangler. La place de Jan, à côté, était entièrement couverte de sang. Il y en avait aussi par terre, à l'endroit où elle s'était retrouvée face contre terre. Elle a été mutilée aussi? Sur le corps d'Henry, Mark remarque un détail qui lui glace le sang. On lui a entaillé la peau. Pourquoi faire une chose pareille? Visiblement, on avait fait ça avec un objet très coupant, du type scalpel. Est-ce que le tueur avait voulu le mutiler, s'assurer qu'il était mort, ou tout simplement signer son crime? Dans la chambre, les enquêteurs ne trouvent que très peu d'indices. La chambre avait été mise à sac. Les tiroirs étaient par terre, les vêtements étaient éparpillés partout. L'argent liquide et les cartes de crédit d'Henry sont à leur place sur la commode, alors que toute la chambre est en désordre, comme si le tueur cherchait quelque chose de précis. Les experts ne relèvent aucune empreinte.
mais il retrouve un petit bout de gant en latex par terre, sur le tapis. Le lieutenant Keith Muncy inspecte l'extérieur de la maison. A priori, il n'y a rien d'anormal. Mais un détail étrange attire son attention. Quelqu'un avait coupé les fils du téléphone, ce qui n'est pas vraiment habituel dans des affaires de cambriolage. On a ensuite découvert que les fils avaient aussi été coupés à l'intérieur de la maison. Les victimes n'avaient aucun moyen d'appeler les secours. Le tueur avait bien préparé son coup. Mais ce n'est pas tout. Il retrouve également un mégot de cigarette dans l'herbe. La pelouse était toute mouillée, mais le mégot, lui, était tout sec. Il y avait encore la cendre. Donc, de toute évidence, il n'était pas là depuis très longtemps. C'était un indice essentiel. Les techniciens l'ont prélevé et ajouté à la liste des pièces à conviction. Le morceau de gant en latex et le mégot de cigarette sont examinés par les experts à la recherche d'empreintes digitales ou de traces ADN. L'analyse du gant ne donne rien. Le mégot, en revanche, est bien porteur d'ADN. Ce n'est ni celui de Jan, ni d'Henry. Alors à qui appartient cette empreinte génétique? Les indices retrouvés sur place soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Le tueur avait pris soin de mettre des gants et de couper les fils du téléphone. Il avait méticuleusement prévu son coup. Pourtant, il a fait preuve d'une grande violence. La strangulation correspond à un acte de colère. Elle occasionne une mort lente. Le tueur en veut vraiment à sa victime. Jan est la seule personne qui pourrait répondre aux questions des enquêteurs. Malheureusement, elle est dans un état critique. Elle a le larynx enfoncé et elle est sous sédatif. C'était très frustrant. On avait un témoin, mais elle ne pouvait rien nous dire. Les enquêteurs craignent que le tueur ne revienne pour finir le travail. Ils mettent donc un agent en poste devant la chambre de Jan 24 heures sur 24. Ils procèdent à une enquête de voisinage, à la recherche de témoins éventuels. Ils veulent savoir si le couple avait des ennemis. Les voisins n'avaient rien vu, rien entendu. À leur connaissance, personne ne leur en voulait au point de s'en prendre à eux. On s'intéresse toujours au mode de vie des victimes. Est-ce qu'ils avaient des comportements à risque? Est-ce qu'ils fréquentaient les bars? Est-ce qu'ils se droguaient? Mais ce n'était pas le cas. Le couple menait une vie des plus ordinaires. Jan était employé dans un supermarché et Henry était vendeur chez un concessionnaire de voitures. Il était connu et respecté de tous. Plusieurs policiers de la ville ont même acheté leur véhicule chez lui. Le meurtre d'Henry a laissé tout le monde sous le choc. C'était un homme gentil, doux. Il était toujours aimable. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Le seul témoin qu'on avait était vendeuse en papeterie. Elle n'avait aucun ennemi. Elle menait une vie tout à fait normale. Personne n'avait rien entendu, n'avait rien remarqué de suspect. Et pendant ce temps-là, il y avait un tueur en liberté. Et on n'avait aucune piste. Les langues finissent toutefois par se délier dans l'entourage du couple. Il s'avère qu'Henry n'était pas si apprécié que ça par ses collègues. Les commerciaux, dont la rémunération est souvent basée sur le commissionnement ou un pourcentage du chiffre d'affaires, les commerciaux ont la réputation de se livrer à une concurrence acharnée. Souvent, la compétition entre eux est même entretenue sciemment par leur propre employeur, qui voit dans ce procédé un moyen d'augmenter leurs ventes et donc leurs gains. Ainsi, certaines enseignes n'hésitent pas à afficher, de manière bien visible, des tableaux classant leurs commerciaux selon leurs résultats mensuels. Alors en réunion, les premiers seront souvent applaudis quand les derniers subiront, eux, les foudres de leurs chefs et les moqueries de leurs collègues. Alors est-il possible que ce climat de compétition et de jalousie soit à l'origine du meurtre de Henry Caneva? Certains éléments de l'enquête vont orienter les policiers vers cette piste. Dans notre équipe, un de nos collaborateurs n'avait pas vraiment la même éthique que nous. Si je devais le définir, c'est ce que je dirais de lui en premier. Mike Johnson est l'un des meilleurs vendeurs de l'équipe. Les deux hommes se livraient une compétition acharnée. Henry met un point d'honneur à être honnête avec ses clients et il reproche ouvertement à Mike son manque d'éthique. Fais les choses bien. Mike ne pense qu'au profit et n'hésite pas à berner ses clients. Les gens reviennent parce qu'on est honnête.
La tension était montée d'un cran à peine un mois avant le meurtre, lors d'un repas entre collègues. Le vendeur qui avait fait le meilleur chiffre avait droit à un steak. Les autres devaient manger des haricots. Apparemment, lors de ce repas, le collègue d'Henry l'aurait traité de radin. Et il aurait répliqué en lui jetant des haricots sur sa chemise. C'était très embarrassant. Et ils ont eu des mots. Entre les deux hommes, la situation était explosive. Le collègue en question aurait dit à un autre employé qu'il avait une affaire à régler et qu'il lui fallait une arme. Apparemment, Johnson avait la fâcheuse habitude de se montrer agressif avec tous ceux qui se mettaient en travers de son chemin, ce qui ne fait que renforcer les soupçons des enquêteurs. Le matin de la fête de l'entreprise, je me suis disputé avec lui. Plus tard, pendant le repas, il est venu me voir à ma table et il m'a dit « Viens voir ». Il est parti aux toilettes et il s'est retourné vers moi. Il m'a fait signe de le suivre, alors j'y suis allé. Quand je suis arrivé, il était debout à côté des lavabos. Il s'est retourné vers moi et il a brandi un couteau à viande. Et il m'a menacé avec. Un couteau qui pourrait très bien avoir servi à taillader le corps d'Henry. À cause de son tempérament colérique, Johnson manque de plus en plus de ventes et son salaire s'en ressent. T'es content? Tu l'as bien cherché. Il avait besoin d'argent et justement, Henry en avait. Il ne pouvait qu'être jaloux de lui. Les enquêteurs se rendent chez Johnson pour l'interroger, mais il a disparu. Il a été renvoyé peu de temps avant le meurtre d'Henry. Vu les rapports qu'ils avaient, il est forcément devenu notre suspect numéro 1. L'agent Brewer demande à ses proches de lui transmettre le message. Le résultat ne se fait pas attendre. Détective Brewer, le central m'a appelé pour me dire que le collègue était en ligne. Il demandait pourquoi je voulais le voir. Il semblait très nerveux. Il répondait de façon très vague. Bref, il avait le comportement caractéristique de ceux qui cachent quelque chose. À un moment, il a dit qu'il était au courant qu'Henry s'était fait étrangler. Et là, ça fait tilt dans ma tête. Comment pouvait-il le savoir, puisqu'on n'avait pas rendu cette information publique? Du coup, je me suis dit qu'on tenait notre tueur. Durant son interrogatoire, Johnson a une attitude plus qu'étrange. Il était vraiment très nerveux. Il était très agité, comme quelqu'un qui a bu trop de café. Entre chaque phrase, il était secoué par une sorte de rire nerveux. C'était très bizarre. Son comportement était très équivoque, à la limite de l'incompréhensible. Lorsque Brewer lui parle du morceau de gant retrouvé sur la scène de crime, Johnson a une réponse toute trouvée. Vous me soupçonnez? Il m'a rétorqué, et alors? Ça ne prouve rien. Ma sœur est infirmière. Elle a plein de gants comme ça chez elle. Le suspect nie toute implication dans le meurtre. Mais son alibi n'est pas très solide. Il se contente de dire qu'il était sorti. Il dévoile alors aux enquêteurs une information capitale. D'après lui, Henry avait amassé une petite fortune. Il savait qu'Henry avait mis énormément d'argent de côté. Il vendait beaucoup de voitures et il ne dépensait presque rien. Après vérification, il s'avère qu'Henry détenait effectivement plusieurs comptes bancaires et que son patrimoine s'élevait à plus de 250 000 $. Mais comment son ex-collègue pouvait-il le savoir? Ils le soumettent au détecteur de mensonges. Mais les résultats ne sont pas concluants. À la fin de l'interrogatoire, on n'avait aucune preuve solide contre lui. Autant vous dire qu'on était très déçus, parce que c'était notre seul suspect. Les enquêteurs sont obligés de le relâcher. Mais vu les soupçons qui pèsent sur l'ancien collègue d'Henry, ils effectuent tout de même un prélèvement ADN. Comment les enquêteurs peuvent-ils déterminer qu'un suspect ment ou, au contraire, qu'il dit la vérité lors d'un interrogatoire? Oh, il y a bien sûr le détecteur de mensonges, mais l'outil n'est pas fiable à 100% et Johnson a passé le test avec succès. Depuis plusieurs années, des chercheurs se sont penchés sur cette question et ils sont arrivés à la conclusion que les personnes disant la vérité intègrent dans leur discours de nombreuses informations sensorielles et des détails spatiaux
alors que les individus proférant des mensonges donneront un récit plus raisonné. Un individu sincère se souviendra par exemple d'une odeur, d'un bruit, de la couleur d'un objet aperçu. Un menteur, lui, fera par contre un compte-rendu très factuel, s'en tenant à une succession d'actions sans jamais donner de détails dits sensoriels sur ce qu'il aurait pu voir, sentir, ressentir à ce moment-là. Pendant ce temps, Jan, leur seul témoin, est toujours en réanimation, entre la vie et la mort. Son agresseur lui a presque fracturé le larynx en essayant de l'étrangler. Lorsqu'elle reprend ses esprits, une seule question l'obsède. J'ai écrit sur le carnet du policier qui était dans ma chambre. J'ai demandé des nouvelles d'Henry. Il a secoué la tête. J'ai compris qu'il était mort. Ravagée de chagrin, Jan tente de rassembler ses souvenirs. Le soir du meurtre, Henry et elle se sont couchés vers 23h45. Vers 3h du matin, Jan est violemment tirée de son sommeil. Quelqu'un lui maintient les jambes pendant qu'on la frappe au visage. J'ai cru que c'était un cauchemar. Quelqu'un me frappait et essayait de m'étouffer. Je ne me souviens que de 2 choses. À un moment, ils ont dit « Tu vas crever, vieille peau ». Et elle a son compte, quand je suis tombée par terre. Lorsque Jan revient à elle, il n'y a plus aucun bruit. Henry est toujours dans le lit. Je n'ai pas osé regarder vers lui. Vu que j'étais la plus jeune et que je pouvais encore plus ou moins bouger, je me suis dit que je devais aller chercher de l'aide. Je ne savais pas comment il allait. Jan ne se souvient de rien d'autre. Elle n'a aucune idée de l'identité de leur agresseur. Je ne voyais pas du tout qui pouvait nous en vouloir, au point de s'en prendre à nous. La police m'a dit qu'il ne pouvait pas s'agir d'un cambriolage, parce qu'il y avait $200 sur la commode. Et il n'y avait pas touché. Par contre, il m'avait volé des bijoux, 2 bagues et une montre. Les enquêteurs interrogent donc tous les prêteurs sur gage de la région à la recherche des bagues en diamant et en topaze de Jan. Ils ne révèlent pas à la presse que des objets de valeur ont disparu. D'après les éléments qu'ils ont pu observer sur place, ils en déduisent que les agresseurs connaissaient bien les lieux. Ils sont entrés par la porte de derrière, dont le verrou était cassé, et ils se sont déplacés dans le noir sans rien faire tomber. Visiblement, ils n'avaient aucune arme. Il aurait très bien pu y avoir un gros chien dans la maison, ou du monde. De toute évidence, les agresseurs savaient que la maison était occupée par 2 personnes d'un certain âge, qu'ils pourraient facilement maîtriser. Il n'y a pas eu effraction et rien n'a été volé. Tout laisse à penser que les agresseurs sont des proches des victimes. Les enquêteurs interrogent donc Dan, le fils unique de Jan. C'est le seul de ses proches à vivre dans la région. Le jeune homme de 27 ans est employé dans un supermarché. Le soir du meurtre, il était au travail. Le fils de Jan travaillait le soir de l'agression. Il était de nuit. On le voit sur les images de vidéosurveillance du magasin. Donc on l'a rayé de la liste des suspects. Durant l'interrogatoire, le colocataire de Dan attire toutefois leur attention. Il se comporte bizarrement et surtout, il se montre très peu coopératif. Il refusait de répondre à nos questions. Donc, on a interrogé la base de données pour voir s'il avait un casier judiciaire. Mais il n'était pas fiché. Il était bourru et plutôt bizarre, mais sans plus. Visiblement, le colocataire n'a rien à se reprocher. Mais il reste dans la ligne de mire des enquêteurs. Il restait un suspect potentiel. Mais rien ne semblait permettre de le situer sur la scène de crime. Les enquêteurs décident donc de concentrer leurs recherches sur les comptes bancaires d'Henry. Henry était un homme très discret, ce qui ne nous facilitait pas la tâche. On se demandait si quelqu'un pouvait avoir un lien avec cet argent et pourquoi il faisait autant de mystères. Il s'avère pourtant qu'Henry n'était impliqué dans aucune activité illicite. Il ne dépensait rien. C'est ce qui lui avait permis d'amasser tout cet argent. Pour ses héritiers, ce pactole est une aubaine. L'un d'entre eux pourrait très bien l'avoir tué pour récupérer cet argent.
Henry n'avait pas rédigé de testament. Il était avec Jan depuis 5 ans, mais il n'était pas marié. Elle n'a donc droit à rien. Selon les lois en vigueur en Floride, la moitié de son patrimoine revient à sa dernière épouse, tandis que l'autre moitié revient à ses enfants. Or, il s'avère qu'il a justement les deux, et il n'avait pas divorcé de la mère de ses enfants. En fouillant dans son passé, on a découvert qu'il avait 2 enfants d'âge adulte en Californie, Sharon et Jeff. Lorsque les enfants d'Henry se présentent pour l'organisation des funérailles, ils sont accueillis par les enquêteurs. Henry a quitté le domicile familial en 1973, mais il n'a jamais divorcé. Sharon et Jeff acceptent de passer au détecteur de mensonges. J'ai dit oui tout de suite. Je leur ai dit, allez-y qu'on en finisse. Comme ça, ils pouvaient ensuite revenir à leur enquête et concentrer leurs recherches sur les vrais coupables. Donc on s'est porté volontaire. Sharon et Jeff sont rapidement mis hors de cause, tout comme leur mère, qui vit toujours en Californie. C'est très dur à vivre. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier et qui vous suit toute votre vie. On peut seulement imaginer la gêne ressentie par Sharon, la fille de Henry, au cours de son interrogatoire. En plus de la peine provoquée par la perte soudaine de son père, la jeune femme devait supporter les soupçons des policiers à son égard. Heureusement, Sharon sera rapidement écartée de la liste des suspects. Elle gardera malgré tout un réel traumatisme de son passage au commissariat. Dans l'histoire des enquêtes policières, d'autres individus soupçonnés à tort ont connu une fin plus triste. Et ce fut notamment le cas d'un anarchiste italien que la police pensait responsable de l'attentat à la bombe survenu dans une banque de Milan en 1969. Harcelé de questions au cours de son interrogatoire, le pauvre homme n'avait trouvé d'autre moyen d'échapper aux accusations des policiers qu'en se défenestrant. Jeff et Sharon acceptent de répondre aux questions des enquêteurs concernant la vie privée de leur père. Je voulais jouer franc jeu avec eux. J'étais prêt à leur dire tout ce que je savais. Nous avons découvert qu'Henry était un séducteur dans l'âme. Il enchaînait les conquêtes. En gros, il restait avec la même femme jusqu'à ce qu'il en rencontre une autre. Henry était très apprécié. Il était très discret, il aimait les femmes, c'était un charmeur. De ses nombreuses relations amoureuses, Henry a eu un fils, David. Il savait que nous existions, mais nous, on n'avait jamais entendu parler de lui. Il a toujours su qu'il avait un frère et une sœur. David a aujourd'hui 21 ans. Il vit sur la côte est de la Floride. Une part du patrimoine de son père lui revient. Il devient donc un suspect potentiel. Quand on est allé en Floride et que j'ai vu David pour la première fois, je l'ai tout de suite considéré comme un membre de la famille. Mais David ne se sent aucune affinité avec son frère et sa sœur. Ils sont plus âgés que lui et ils ont réussi, alors que lui n'est qu'un simple petit employé. Mais bizarrement, lorsqu'ils abordent ensemble le sujet de l'héritage, il connaît parfaitement ses droits en la matière. Il savait à quoi il avait droit, que la femme d'Henry allait toucher la moitié de son patrimoine et que le reste serait divisé entre les 3 enfants. Ce qui forcément a éveillé nos soupçons, à croire qu'il s'était bien renseigné sur la question. On a donc décidé de s'intéresser à lui d'un peu plus près. Les enquêteurs apprennent que peu de temps avant sa mort, David s'était beaucoup rapproché de son père. Il lui a même offert un cadeau pour la fête des pères, 5 jours avant le meurtre. Il décide donc de l'auditionner. L'interrogatoire a été plutôt laborieux. C'est un jeune homme très calme et pas très bavard. Il n'avait pas l'air très touché par ce qui était arrivé à son père. David sait déjà ce qu'il va faire de tout cet argent. Il a fait un commentaire qui a vraiment mis en colère Sharon et Jeff. Il a dit qu'avec l'argent de l'héritage, il allait s'acheter un jet ski. Mais David a un alibi pour la nuit du meurtre. Au moment des faits, il était chez lui avec sa fiancée de l'époque. Le problème avec ce genre d'alibi, c'est que d'un côté, ça tient la route, mais ça pouvait tout aussi bien être un mensonge, et on n'avait aucun moyen d'en être sûr. David accepte de passer au détecteur de mensonges.
Mais les résultats ne plaident pas vraiment en sa faveur. Le technicien a trouvé que le test n'était pas vraiment concluant. Sans compter que d'après les profilers du FBI, le tueur est très certainement un membre de la famille. Ils ont analysé tous les paramètres, pas d'effraction, les premières constatations, l'héritage, et ils en ont déduit que David était le principal suspect. Mais les enquêteurs n'ont aucune preuve matérielle contre David, et ils sont obligés de le relâcher. Ils effectuent tout de même un prélèvement ADN pour le comparer à celui retrouvé sur le mégot de cigarette. En attendant d'avoir les résultats, ils le laissent rentrer chez lui. De son côté, Jan, la concubine d'Henry, est enfin sortie de l'hôpital. Elle ne sait pas du tout qui pourrait être son agresseur et elle craint qu'il ne revienne finir ce qu'il a commencé. De retour à la maison, ça a été très difficile. J'avais peur. Je fermais toutes les portes à clé. Dès qu'il faisait nuit, je descendais tous les stores. Je ne voulais pas qu'on puisse voir dans la maison de l'extérieur. J'appelais régulièrement le commissariat pour savoir si l'enquête avançait. Mais ce n'était pas le cas. Traumatisé, Jan a presque complètement oublié ce qui s'est passé ce soir-là. L'agent Brewer décide donc de faire appel à un spécialiste pour tenter de l'aider à retrouver la mémoire. On a contacté le bureau fédéral pour qu'il nous envoie un de leurs agents, spécialisé dans les interrogatoires sous hypnose. En France, les policiers ne recourent pas à la technique de l'interrogatoire sous hypnose. Elle a pourtant fait ses preuves aux États-Unis et au Canada, où elle est utilisée maintenant depuis de nombreuses années. Mais même dans ces pays, l'interrogatoire sous hypnose connaît ses détracteurs. Et la pratique est aujourd'hui fortement encadrée. L'interrogatoire sous hypnose doit d'abord être pratiqué par un spécialiste. Il ne peut ensuite concerner que les plaignants, les témoins et les victimes, mais en aucun cas un suspect, un prévenu ou un condamné. Enfin, différentes études ayant prouvé qu'un sujet pouvait fabuler à son insu lors d'une séance, tous les renseignements fournis dans ce cadre devront obligatoirement être vérifiés par la police. Mais l'hypnose a encore un dernier désavantage. Elle ne fonctionne que sur des sujets réceptifs. Permettra-t-elle à Jan de faire remonter des souvenirs de la nuit du drame? Rien n'est moins sûr. Mais dans cette enquête, les policiers sont prêts à tout tenter. La séance a lieu dans une chambre d'hôtel. Jan a commencé à passer en revue le déroulement de la soirée. Elle a quitté son travail, elle est rentrée chez elle. Ils ont bavardé avec Henry, elle a préparé le dîner, puis ils sont allés se coucher. Ensuite, elle se souvenait qu'elle s'était réveillée et qu'il y avait quelqu'un sur elle. C'était un homme. Il avait les bras nus. Il la tenait par le cou et la mâchoire en donnant des coups secs, comme s'il voulait lui briser la nuque. Durant la séance d'hypnose, Jan revit littéralement l'agression et se retrouve prise de convulsions. Elle se protégeait la gorge et elle secouait la tête dans tous les sens, comme si elle se débattait contre son agresseur. La réaction de Jan est si violente que l'agent spécial préfère écourter la séance. À son réveil, elle se souvient tout de même d'un détail qui pourrait aider les enquêteurs. Elle nous a dit que son agresseur portait un polo vert avec une sorte de logo à gauche sur la poitrine. Le logo en question était en forme de couronne. Aussi vague soit-il, ce souvenir est la seule piste des enquêteurs. Henry était vendeur chez un concessionnaire automobile. Ce fameux polo vert pourrait tout à fait correspondre à l'uniforme de l'un de ses concurrents. On a fait le tour de tous les concessionnaires de la région pour voir s'il n'y avait pas des vendeurs avec un polo vert ou un logo en forme de couronne, ou du moins quelque chose qui pouvait y ressembler. Malgré leurs efforts, cette piste ne donne rien. Les enquêteurs se demandent s'ils peuvent vraiment se fier aux souvenirs de Jan. Le fameux polo qu'elle a décrit pourrait très bien être celui de l'un des policiers présents sur la scène de crime. Il portait justement un polo vert et un insigne de police. L'agent Brewer n'a toujours aucun suspect. L'enquête piétine. Mais une autre déception attend les enquêteurs.
les résultats des analyses ADN sont sans appel, car ni l'empreinte ADN de l'ancien collègue d'Henry, ni celle de son fils David ne correspondent à celle du tueur. Il a fallu encaisser le coup. Si ce n'était pas eux, qui ça pouvait être? C'était retour à la case départ. Pour David, le fils d'Henry, c'est un véritable soulagement. Quand j'ai passé le test, j'étais très nerveux. Après ce qui venait d'arriver à mon père, j'étais en état de choc. J'avais très peur. Ils posent plein de questions, et ils peuvent poser 10 fois la même, en la reformulant à chaque fois. Alors forcément, on a beau être blanc comme neige, au bout d'un moment, on se sent coupable. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on s'en était pris à mon père. C'était un homme adorable, il était tellement gentil. Il s'entendait avec tout le monde. J'adorais passer du temps avec lui. Il me manque. Tous nos suspects étaient systématiquement blanchis par le détecteur de mensonges ou les analyses ADN. On commençait à désespérer de résoudre cette affaire. Plus les mois passaient, plus je me disais qu'on ne retrouverait jamais ceux qui m'avaient agressé et qui avaient tué Henry. Les enquêteurs n'avaient aucune piste. L'affaire aurait effectivement pu ne jamais être résolue. Mais le hasard fait parfois bien les choses. Les urgences, j'écoute. C'est mon mari. Le mercredi 10 décembre, une femme du nom de Lila Whiteley appelle les urgences parce qu'elle est victime de violences conjugales. Ouvre cette foutue porte, je te préviens, je vais la défoncer. Monsieur, c'est la police. Le shérif adjoint et un autre collègue ont été appelés pour un différend familial. Et sur place, le mari s'est vanté de savoir certaines choses. Il a ajouté que s'il les révélait, il serait nommé capitaine sur le champ. Il leur a dit que sa femme en savait long sur le meurtre de Clark Road. Or, c'est justement le quartier où habitaient Henry et Jan. Le shérif adjoint raconte la scène en détail à l'agent Brewer. Ils ont également parlé d'une bague, alors que nous n'avions jamais dit aux journalistes que des bijoux avaient été volés dans la maison. Là, j'ai compris qu'on tenait quelque chose d'intéressant. Ce couple savait des choses que seuls les agresseurs pouvaient savoir. Les enquêteurs se renseignent sur le couple. En consultant les fichiers de la police, les enquêteurs découvrent que 2 ans auparavant, Leila avait contacté un juge pour qu'il la place sous protection. Elle avait déclaré que John, qui n'était encore que son fiancé, l'avait étranglée et qu'elle craignait pour sa vie. Mais en l'absence d'éléments probants, le magistrat n'avait pas pu accéder à sa requête. Eh bien, malgré cet événement probant, Leila avait fini par se marier avec son agresseur l'année suivante, faisant ainsi de John son 4e époux. Mais leur bonheur n'était que de façade. 1 mois à peine après la cérémonie, John était surpris par un voisin en train de frapper la jeune mariée. Malgré cela, John ne fut jamais condamné, du moins pour violence domestique. Lila a 39 ans. Elle est secrétaire médicale. Son ami John, 40 ans, enchaîne les petits boulots. Ils sont ensemble depuis 2 ans. Mais le plus intéressant reste à venir. Lila est la belle-fille de Ian Scott. Elle vit en face de chez elle, de l'autre côté du lac. Je ne savais même pas qu'elle vivait encore dans le coin. Nous nous étions perdus de vue quelques années auparavant. Et là, je me suis dit que ce n'était pas forcément du côté d'Henry qu'il fallait chercher, mais celui de Jan. On n'en revenait pas. Comme par hasard, ils avaient un lien avec notre affaire. On avait enfin une piste solide. Jan a été marié avec le père de Lila pendant 4 ans avant qu'il ne meure d'une crise cardiaque. À l'époque, Jan et Lila étaient proches, mais elles ont fini par se perdre de vue. Lila avait bon cœur. C'était une jeune femme généreuse. Elle aimait beaucoup son père. Elle ne s'est jamais vraiment remise de sa mort. Un jour, j'ai appelé chez elle, mais elle avait changé de numéro de téléphone. Je n'avais pas le nouveau. Alors je suis allée chez elle pour l'inviter. Mais elle avait déménagé. C'est le nouveau locataire qui m'a ouvert la porte. Les enquêteurs convoquent Lila et John pour les auditionner. Lorsqu'ils interrogent John sur ses allusions au sujet du meurtre d'Henry, il se rétracte. Il a prétendu qu'il avait bu.
Tout ce qu'il savait, il l'avait lu dans la presse et il avait dit ça pour lui faire peur. Il savait où ils habitaient parce que c'était dans le coin, mais rien de plus. Que savez-vous sur cette affaire? Ensuite, j'ai interrogé Lila. Selon elle, la bague dont ils avaient parlé était en fait sa bague de fiançailles. John et elle s'étaient mariés récemment. Elle campait sur ses positions. Elle m'a regardé droit dans les yeux en me disant qu'elle n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Mais il n'y a pas de mobile et les enquêteurs n'ont aucune preuve contre le couple. A priori, ils n'ont aucun lien avec l'affaire. Mais en examinant le permis de John, l'agent Brewer remarque un détail troublant. Sur la photo, il portait un polo de golf de couleur bleu-vert qui ressemblait beaucoup à celui décrit par Jan. Ça m'a interpellé tout de suite. Mais comment savoir si c'est bien le polo que portait l'agresseur de Jan? On n'avait rien qui puisse prouver leur présence dans la maison. C'était très frustrant. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Il y avait de l'ADN sur le mégot de cigarette retrouvé devant chez Jan. Il suffit de le comparer à celui de John et Lila. Il fallait qu'on arrive à prélever leur ADN, soit sur un verre, un mégot ou autre, pour pouvoir le comparer à celui qu'on avait. Après 2 jours de filature, les enquêteurs ont enfin l'occasion de collecter la preuve qui leur manque. On a suivi John jusque dans un bar. Ils sont entrés et ils ont passé leur commande. C'était à emporter. En attendant, il a fumé 2 cigarettes. Et quand ils sont partis, on s'est précipité pour ramasser ces mégots. On les a mis sous scellés et on les a envoyés au laboratoire. En attendant le résultat des analyses, les enquêteurs recherchent dans les archives si John ou Lila sont fichés. Lila n'a pas de casier, mais ce n'est pas le cas de John. Il avait un casier judiciaire long comme le bras. Il avait été inculpé pour un tas de délits du plus anodin au plus grave. Les enquêteurs ne sont donc pas surpris par les résultats des analyses ADN. C'est bien la salive de John qui se trouve sur le mégot. Quand on a su que c'était son ADN sur le mégot, pour nous, ça a été un grand soulagement. Les enquêteurs tiennent enfin à leur homme. Mais reste encore à prouver que c'est bien lui le tueur. On n'avait aucune preuve à charge. Il aurait très bien pu nous dire qu'il était allé pêcher et qu'il avait jeté un mégot par terre en passant. On était coincés. Une autre déception attend les policiers, et elle est de taille. Mauvaise nouvelle. Je t'écoute. Lila est enceinte. Ça commence à se voir. On a donc décidé de ne pas les reconvoquer tant qu'elle n'aurait pas accouché. Je ne voulais pas la stresser, ni stresser le bébé. Elle risquait de nous faire le coup de l'accouchement en plein interrogatoire. Dans son état, le moindre stress pouvait lui provoquer des douleurs et nous obliger à la faire transporter d'urgence à l'hôpital. Soumettre une femme enceinte au détecteur de mensonges pose non seulement un problème éthique, mais surtout la grossesse risque de fausser les résultats. D'un point de vue biologique, les réactions d'une femme enceinte ne sont pas les mêmes. Donc forcément, le test ne sera pas valable. La seule option qu'il reste aux enquêteurs est de mettre le couple sous étroite surveillance. C'était très frustrant. Ça faisait 1 an qu'on travaillait sur cette affaire. Et au moment où on avait enfin des suspects et une piste solide, on se retrouvait obligé de mettre l'enquête en suspens. Les enquêteurs profitent de ces 9 mois pour mettre en place leur stratégie. Lorsque Lila accouche, ils sont prêts à reprendre l'enquête là où ils l'avaient laissée. Il leur faut des aveux et ils savent comment les obtenir. Il fallait lui faire croire qu'on avait des preuves contre lui, qu'il ait l'impression qu'on avait ce qu'il fallait pour le mettre derrière les barreaux. Il fallait le faire douter, pour ne pas lui laisser l'occasion de jouer avec nous. Ils laissent donc volontairement traîner dans la salle d'interrogatoire des dossiers laissant supposer qu'ils ont l'ADN et les empreintes digitales de John. Puis ils convoquent les 2 intéressés. Ils font également venir le fils que Lila a eu d'un premier mariage
Ils veulent savoir si l'adolescent sait quelque chose. La technique du bluff est utilisée depuis longtemps par les policiers. Le livre « L'enquête judiciaire en Europe au XIXe siècle » nous apprend qu'il y a plus d'un siècle déjà, tous les témoignages policiers montraient la nécessité de la ruse, énumérant les diverses techniques utilisées, alors inspecteur se relayant pour jouer sur l'épuisement du suspect, bluff, donnant-donnant, interrogatoire, comme on dit, à la douce. Aujourd'hui, en France, c'est plutôt la technique de l'interrogatoire dit à la douce qui est encouragée par les manuels de police. Mais cela n'empêche pas certains policiers de défendre leur droit au bluff. Tenez ainsi, en 2013, un délégué du syndicat national des officiers de police justifiait le fait que les éléments de l'enquête ne soient pas communiqués dès la garde à vue à l'avocat du suspect. Si la personne interrogée connaît tous les éléments dont la police dispose, l'interrogatoire devient impossible, on ne peut plus mettre de stratégie en place. Qui empêchera l'avocat de dire à son client « taisez-vous, il bluffe ». Tu n'as rien remarqué de bizarre dans son comportement? Elle n'avait pas l'air nerveuse ou angoissée ces dernières semaines? Il nous a dit qu'il n'avait jamais apprécié John et qu'il lui faisait peur. Tu as déjà vu cette bague? Il se souvenait de l'incident de la bague. D'après lui, c'était un héritage. Il nous a également raconté qu'une fois, John l'avait indirectement menacé en lui disant « N'oublie pas que j'ai frappé le vieux chez ta grand-mère ». Une révélation qui ne fait que conforter les enquêteurs dans leur opinion. Il leur faut absolument des aveux. Lorsqu'il arrive en salle d'interrogatoire, l'attitude de John est plutôt déconcertante. Merci d'être venu. À peine arrivé, il s'est endormi. Au premier abord, ça peut paraître très étrange. Mais nous pensons que c'est à cause du stress occasionné par toutes ces années de mensonges et par le poids de la culpabilité. Donc je pense que d'une certaine façon, il s'est senti soulagé. Il n'arrivait plus à porter tout ça. Ça fait 1 an et demi que je dors pas. Chaque fois que le téléphone sonne, je me réveille en sursaut. C'est lourd à porter, la mauvaise conscience. Mais le meilleur reste à venir. Les enquêteurs montrent maintenant à John toutes les preuves qu'ils ont soi-disant contre lui. Ce qui nous aurait été très précieux et que nous n'avions pas, c'était un portrait robot, puisque Jan était incapable de décrire son agresseur. Donc, on en a fait faire un à partir de la photo de son permis de conduire. Je lui ai présenté et je lui ai demandé à qui ça lui faisait penser. Il savait que c'était lui. John prétend d'abord qu'il ne sait rien sur cette affaire. Mais lorsque les enquêteurs lui révèlent qu'ils ont son ADN, il change immédiatement d'attitude. Imaginons que j'ai des informations qui expliquent pourquoi il y avait mon ADN. J'étais plutôt confiant. Je savais qu'une fois qu'il aurait ouvert les vannes, il ne pourrait plus s'arrêter. Je peux tout vous expliquer. Je sais des choses qui n'étaient pas dans les journaux. J'étais là-bas cette nuit-là. Et il raconte aux enquêteurs sa version des faits. Visiblement, c'était prémédité. D'après vous, c'est elle qui a tout manigancé? Oui. Une fois à l'intérieur, il faudra agir vite. Il nous raconte qu'ils avaient tout planifié le soir même en buvant un verre. D'après lui, c'était son idée à elle. Elle voulait tuer Henry et Jan pour pouvoir récupérer la maison. Le 20 juin 1997, vers 3 h du matin, le couple se rend chez Jan. Il coupe les fils du téléphone derrière la maison. C'est là que John commet l'imprudence de jeter son mégot de cigarette. Ils entrent ensuite dans la maison, par la porte de derrière. Lila savait que le verrou de la porte de derrière était cassé. Pas besoin de clé. Une fois dans la chambre, Lila étrangle Henry, pendant que John s'occupe de Jan. Qu'est-ce que tu fous, je lui ai dit. Elle était comme folle. Elle a commencé à l'étrangler. Et elle a dit, la vache, il va jamais crever. Alors elle a pris un oreiller.
Et puis une cravate ou une ceinture. Donc, elle l'étrangle avec une cravate ou une ceinture. C'était une ceinture. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle a dit que c'est vous qui l'avez étranglée. Comment ça se fait? Pourquoi elle ne dit pas la même chose que vous? Lieutenant, franchement, regardez-moi. Vous pensez vraiment que j'ai besoin d'une ceinture pour étrangler quelqu'un? Non, mais je veux entendre que ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. M'en prendre à une vieille. Vous me voyez faire ça, une vieille femme? Quand même. J'ai traîné avec des bikers toute ma vie. J'ai pas besoin d'une ceinture. 1m95, 90 kilos. J'ai pas besoin de ça pour étrangler quelqu'un. Vous souvenez-vous avoir perdu un bout de gant? Je sais pas, peut-être. Quel doigt? Sur cette main. Un de ces deux-là. D'accord. Et maintenant la question la plus importante. Pourquoi? Pourquoi lui avoir fait ça? Fait quoi? Le tailladé? Ce n'est qu'une égratignure, on l'a juste coupé de haut en bas. C'est pas grand-chose. J'en sais rien, moi. J'avais même pas remarqué qu'il avait ça. Pourquoi y être allé? Parce que... elle y serait allée de toute façon. Toute seule? Ouais. Elle y serait allée. Elle vous l'a dit? Ouais. John refuse jusqu'au bout de reconnaître qu'il a fait preuve d'une violence extrême. Il va même jusqu'à justifier sa brutalité en disant que c'est à cause de l'amour qu'il ressent pour Lila. Comment voulez-vous garder tout ça à l'intérieur quand vous aimez quelqu'un à ce point-là? Vous faites quoi? Vous vous taisez? En vous disant que ça finira bien par passer? Mais on sait que ça ne passera pas. Je les connaissais pas. J'irais pas tuer quelqu'un pour elle. Tout ça pour une nana. Ça va bien de se faire prendre pour un idiot. Hein. J'aime les gens. Les personnes âgées. Ça peut paraître bizarre, mais dans mon travail, eh ben, je m'occupe de personnes âgées. Et je les adore. C'est pour ça que c'était si dur. C'est un comble. John, le gros dur, se présente maintenant devant les enquêteurs comme une victime? Lui, qui a été vu en train de frapper sa femme, qui a un casier judiciaire long comme le bras, qui a fréquenté le gang des bikers de Hells Angels pendant des années, n'aurait été qu'une marionnette manipulée par sa nouvelle épouse? Elle avait un plan en tête, il l'a accompli par pur amour, pour rien d'autre. À cause de cela, depuis 1 an et demi, il ne ferme plus l'œil, se réveillant en sursaut au moindre bruit. Mais déjà, des contradictions émergent dans son discours, et les policiers sont loin d'être attendris. À côté du calvaire que vit Jan Scott, la victime, depuis le drame, les petits tracas de sommeil de John semblent bien dérisoires. En proie à un stress post-traumatique, la femme vit presque recluse chez elle. Elle ne peut désormais s'endormir qu'avec un téléphone portable dans une main et une batte de baseball dans l'autre. Les enquêteurs annoncent à Lila que son conjoint l'a dénoncé. Elle s'empresse de l'accuser à son tour. Elle prétend que c'est John qui a étranglé Henry. Elle avoue toutefois avoir essayé d'étrangler sa belle-mère sans y parvenir. Elle aurait alors demandé son aide à John. Il l'aurait frappée au visage, la laissant pour morte. La question était de savoir qui avait tué Henry, mais John et Lila se rejetaient mutuellement la balle. Aucun des deux ne voulait endosser cette responsabilité. Quoi qu'il en soit, ils admettent qu'ils étaient sur la scène de crime. Mais une question demeure. Pourquoi? Lila voulait absolument récupérer la maison de son enfance. Elle pensait qu'une fois Jan morte, elle en hériterait. Elle a dit, c'est ma maison. Et elle me revient de droit. Elle voulait se débarrasser de sa belle-mère parce qu'elle pensait qu'elle hériterait la maison.
Donc ils sont allés là-bas dans l'intention de les tuer. Leela voulait également récupérer le testament de son père, ainsi que 2 bagues qui appartenaient à sa mère. C'est pour ça qu'ils n'ont pas fouillé le reste de la maison et qu'ils n'ont rien pris d'autre. Mais qu'en est-il de la longue entaille qui traverse le corps d'Henry de haut en bas? Elle a admis que c'était elle qui lui avait fait cette entaille. Mais elle n'a jamais dit pourquoi elle avait fait ça. Ça reste un mystère. Leela, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre et tentative de meurtre. Ce n'est pas moi. Le couple est arrêté pour meurtre sur la personne d'Henry Caniva et de tentative de meurtre sur Jan Scott. Quand ils les ont arrêtés et que la police m'a appelé pour me dire que c'était elle, je n'en revenais pas. Je n'arrivais pas à y croire. Comment avait-elle pu faire une chose pareille? Comment peut-on commettre un tel acte et s'en prendre à quelqu'un qui a toujours été là pour vous, alors que Jan l'avait soutenu après la mort de son père? Le couple machiavélique avait beau avoir tout préparé, rien ne s'est passé comme prévu. Il voulait tuer Jan, elle a survécu. Il portait des gants, mais John a tout de même laissé des traces ADN derrière lui. Ironie du sort, même s'ils avaient réussi à tuer Jan, cela n'aurait servi à rien puisque c'est son fils Dan qui aurait hérité de la maison. Ils étaient persuadés que c'était Leela qui aurait tout, parce que c'était la maison de son père. Mais ce n'était pas le cas. Ils l'ont compris quand ils ont lu le testament qu'ils avaient volé. À ce moment-là, ils ont réalisé qu'ils n'auraient rien de plus que les 2 bagues. John et Leela s'accusent mutuellement du meurtre d'Henry. Il n'y a donc aucun moyen de savoir qui est vraiment le coupable. Au cours du printemps de l'année 2000, ils plaident tous les 2 coupables pour homicide volontaire et vol avec violence. Ils n'ont été condamnés qu'à 20 ans de prison. Et ça, c'était très dur à avaler. Vu l'horreur de ce qu'ils ont fait, je trouve qu'ils méritaient largement de finir leur vie en prison. Jan a repris le cours de sa vie, mais elle ne s'est jamais vraiment remise de la mort de son cher Henry. Les gens me demandent souvent comment je fais pour continuer à vivre après avoir vécu une tragédie aussi horrible. Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Il faut continuer et aller de l'avant. À quoi ça servirait de rester enfermé à pleurer? Alors autant avancer. Voyez-vous, ce qui m'interpelle le plus dans cette histoire, c'est le fait que Leela et John se soient mariés seulement 3 mois après le drame, dans la foulée, et ils mettaient un enfant en route. Mais comment le couple a-t-il pu avoir envie de faire la fête en célébrant leur union, alors que quelques semaines plus tôt, ils avaient encore les mains tachées de sang? Et quel avenir Leela espérait-elle donner à son enfant? Celui d'un fils de meurtrier? Soit Leela est irresponsable, soit elle était persuadée de ne jamais se faire prendre par la police. À moins encore que son mariage et sa grossesse n'aient été un moyen pour elle de renvoyer l'image d'un couple parfait, vivant dans le bonheur. Mais je n'ose pas croire qu'elle ait pu être aussi machiavélique. Après tout, même les pires des meurtriers ont le droit à l'amour. C'est sur cette pensée optimiste que cette émission se termine. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement sur cette chaîne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.